Bonjour à tous, merci de la confiance pour ça na première chaîne YouTube à travers le monde télé Tchango Tozan et Sengomingi, à Rosa Nabino, na chaîne Nabino pour nous repérer Sabino information, na maezo le ka na Kinshasa. Boebi que Tozali Awa na siège ya CAJ, Association congolaise pour l'accès à la justice, et Sika Oyo, mon amboka Georges Kapiamba a pesi pena masolo na tina makambo za koleka na administration publique na biso, mon amboka Georges Kapiamba lobi était administration publique na biso to mboka na biso to trésor public et mboka na biso ezali ko perdre près de 20 millions de dollars par an na tina ya ba fictif bato banoma bato bazalaka na bango te même bongo ebimaka na compte na bango ebele ya mbongo wana nyonso ezali kokende be pamba na ba poche ya ba kondi mosusu yango na bango lelo batiaki penza point sur makambo wana pe bazali kolandela na ba nomination oyo ezali kosalama surtout esalamaka na tango eleki ya ba secrétaire généraux ba poste na bango na République mobimba il fallait à la 58 mais basala concours ba noma 72 secrétaires généraux ndé entorse yango likambo ezalaki wana et puis bato ba mususu ba pasaki concours ba noma ki pe bango bazaki pena na qualité te ya kozala nommé ba secrétaire généraux ndeti na bango ba initier démarche auprès à vice-premier ministre en charge ya fonction publique pona kozongisa pena makambo na nzela parce que ba ndeko mususu bazali kolanda carrière na bango normalement bazali kozela bazwa pe promotion ba mususu pe ba kende na retraite pour bamsou ba remplacer et belé ya bato banganzama na administration publique ba longwa kati ba kenda retraite te ba tika libewana ba zwa mbongo na bato msou ba kufa na bato bazali na bon moi na actif na bango moko na rotika bino penza bolanda mise au point il y a président et association congolaise pour l'accès à la justice maître Georges Kapiamba à ce sujet. Regardez. Nous avons repris nos habitudes d'organiser une fois la semaine un point de presse hebdomadaire qui va désormais porter sur les sujets que nous jugeons nous être importants, parce qu'il y en a beaucoup qui sont toujours importants dans ce pays, mais nous, par rapport à la situation de nos compatriotes, nous essayons toujours de choisir, de trier ce qui nous paraît être important par rapport à la précarité des catégories de nos compatriotes. Donc c'est la raison pour laquelle, pour cette semaine, nous avons décidé d'organiser ces points de presse, de focaliser principalement sur la situation de nos compatriotes qui travaillent pour nous, pour la République, au sein de ce que nous appelons tous l'administration publique. Parce qu'ils sont nombreux, plus d'1 million d'hommes et femmes qui travaillent, qui connaissent beaucoup de difficultés. Et depuis le début de l'année, nous avons décidé de nous concentrer sur leur situation, parce que, comme vous le savez, un pays sans administration publique, c'est un pays qui ne peut jamais se développer. Et nous le faisons aussi, c'est pour contrer les mauvaises habitudes qui se sont développées dans notre pays depuis quelques années, qui consistent, pour certains ministres, une fois nommés, quand ils arrivent, ils remplacent l'ensemble d'agents et fonctionnaires qui font déjà des carrières depuis des années. Ils se permettent de procéder au recrutement au lieu de résoudre les problèmes de ceux qui sont là, qui travaillent dans des conditions difficiles. Ils se contentent tout simplement de caser les leurs, les membres de leur famille politique, ou qui peut assurer aux jeunes générations une opportunité, une fois terminées les études, d'entrer dans la vie professionnelle, de faire aussi leur carrière jusqu'à leur retraite, comme nous l'avons vécu il y a quelques années. Mais à la suite de la lettre que la CAJ avait adressée il y a quelques semaines au vice-premier ministre
et ministre de la fonction publique, afin d'attirer son attention sur un certain nombre de préalables concernant notamment la nécessité de mettre fin au phénomène des fictifs, des doublons et des paiements des agents et fonctionnaires de l'État déjà décédés qui font perdre au trésor public chaque mois, selon ses propres dires, tels qu'il avait rapporté à une des réunions du Conseil des ministres, pas moins de 20 millions de dollars par mois, soit plus de 280 millions par an. Nous lui avons écrit pour lui indiquer, lui rappeler les principes qui sont fondés par les lois et attirer son attention sur le fait qu'il ne faudrait pas se baser, chercher à se précipiter dans la démarche de la mise en place de ce qu'il appelle les secrétaires généraux issus du concours controversé jusqu'à ce jour, mais qu'il fallait commencer d'abord par résoudre cette problématique des fictifs, des agents fictifs, des doublons et des agents qui sont déjà décédés, mais pour lesquels l'État congolais continue à payer l'argent, mais lesquelles sommes tombent dans les poches de ceux qui, ou d'un groupe de mafieux qui tirent profit. Et que s'agissant de la question de la mise en place, nous lui avons dit clairement, c'est un petit résumé, que la CAJ pense que cette question ne puisse pas être prioritaire avant que la première ne soit résolue. Donc, il faut laisser les secrétaires généraux qui sont en place, qui assument l'intérim, en considérant aussi que beaucoup d'entre eux les font depuis plus d'une année et que les lois de la République et les règlements disent que quand quelqu'un assume l'intérim au-delà d'une certaine période, il devient déjà dans la position d'être confirmé. D'autant plus que les concours qui avaient donné lieu à 72 secrétaires généraux, alors que les postes à pouvoir ne dépassent pas 58, restent problématiques. D'autant plus aussi que lorsque les nouveaux présidents, les présidents actuels, entrent en fonction en janvier 2019, s'agissant de cette question, il a donné les injonctions par écrit à l'ancien ministre de la fonction publique, Michel Bongongo, pour surseoir à l'exécution des ordonnances qui avaient nommé les 72 secrétaires généraux, ainsi que quelques directeurs. Par la suite, le même président avait instruit les 10 ministres de lui retourner les dites ordonnances avec un projet d'ordonnance devant les rapporter, c'est-à-dire les annuler. Ce que l'ancien ministre avait fait, et depuis lors, nous considérons qu'il n'y a plus de soubassement juridique pouvant permettre une quelconque mise en place des 10 secrétaires généraux. À la suite de ce courrier, un groupe de secrétaires généraux en attente d'affectation, qui sont au nombre au moins de 14, ont réagi. À la CAJ, nous ont écrit, les autres sont passés à travers leurs syndicats dans les médias pour vilipender la CAJ, que nous ne défendions plus les valeurs, nous étions en train de défendre seulement ceux qui sont en place. Alors, ils ont écrit, ils ont dit beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile de faire cette mise au point aujourd'hui, parce que nous allons leur faire parvenir cette mise au point. D'autant plus qu'en démocratie, vous savez, il faut toujours savoir se livrer au dialogue. C'est ça la démocratie. Vous êtes mis en cause, il ne faut pas chercher celui qui vous a mis en cause pour lui donner des coups ou l'insulter. Il faut rester dans le cadre des débats d'idées. Donc, vous confrontez vos idées, vos arguments
à ceux qui vous ont mis en cause. Et comme ça, l'opinion, comme ils ont fait circuler d'ailleurs ces documents aussi dans les médias en ligne, que l'opinion comprenne pourquoi nous menons cette démarche. Ce n'est pas pour nuire à leurs intérêts, mais nous entendons tout simplement, dans le cadre de notre mandat, de contribuer à un état de droit qui doit sous-entendre le respect, la soumission au droit à tous les niveaux. Pas seulement penser que l'état de droit, c'est seulement par la justice au parquet, mais c'est d'abord se faire intérioriser la culture de respect des lois, des principes qui régissent les comportements de tout le monde. Kinshasa, le 29 juillet 2021, en réaction à la lettre de la CAJ, numéro 81, barre ACAJ, barre SEC, barre VV, barre GK, barre PN, barre 21, du 8 juillet 2021, adressé au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, 14 secrétaires généraux de l'administration publique, en instance d'affectation, y ont réagi en formulant des accusations gratuites contre la CAJ. La CAJ regrette les tons accusateurs de leur correspondance. Elle s'étonne par ailleurs qu'ils lui prêtent des intentions qui sont loin de refléter les valeurs de justice qu'elle a toujours privilégiées. Le combat pour le respect des droits des fonctionnaires ne date pas aujourd'hui. Pour preuve, nous les avons référés à quelques courriers antérieurement adressés par elle à des autorités ayant dans leurs attributions la gestion et l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires, et dès lors affirmer que la CAJ s'est résolument rangée dans un camp de fonctionnaires au détriment des nôtres me paraît excessif. Réagissant au courrier de la CAJ évoqué, les 10 secrétaires généraux ont fait référence au prescrit de l'article 20 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, ainsi que de l'article 7 de l'ordonnance numéro 82/13029 du 9 mars 1982 portant règlement de l'administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l'État. In globo, ces prescrits évoquent, d'une part, les modalités de l'intérim et du concours à organiser pour combler les vacances et, d'autre part, règlent la question de l'intérim de manière générale. Cependant, une analyse combinatoire des dites dispositions avec celles des articles 72 et 74 de la loi sur le statut des agents de carrière des services publics de l'État aurait permis à leur extirper d'une approche restrictive quant à leur réelle portée. C'est l'occasion de préciser que les articles 72 et 74 du statut des agents de carrière des services publics de l'État, pré-rappelés, règlent de manière non équivoque la question d'affectation des secrétaires généraux. En effet, l'article 72.3 décline les conditions d'avancement en grade, à savoir avoir participé avec succès et s'être classé en ordre utile à un concours organisé pour le passage d'une catégorie à une autre, à l'exception de la première catégorie dont les conditions énumérées ci-dessus sont requises pour le passage d'un grade à un autre. Une compréhension objective de cette disposition révèle que le concours dont question est organisé d'abord
pour le passage d'une catégorie à une autre, pas de manière générale. Ensuite, la loi elle-même est explicite en ce qu'elle énumère une exception qui soustrait du concours la première catégorie qui est constituée notamment des secrétaires généraux. De ce qui précède, la question que l'on se pose, c'est celle de savoir si le directeur qui doit devenir secrétaire général est d'une catégorie autre que celle du secrétaire général. L'article 17 de la loi précitée dispose clairement que font partie de la première catégorie le secrétaire général, le directeur général et les directeurs. Et donc, de la même catégorie. L'article 72, deuxième alinéa de la même loi stipule, le secrétaire général de l'administration est nommé par le président de la République sur proposition du gouvernement parmi les agents compétents revêtus du grade des directeurs dans l'administration publique, remplissant les conditions prévues à l'article 72 de la présente loi. Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les 72 directeurs. Et nous avons eu à leur démontrer que parmi ceux qui ont été nommés comme secrétaires généraux, il y en avait au jour du passage du dit concours, les grades même de chefs de bureau, de chefs de division. Mais c'est anormal qu'on puisse faire passer des gens à ces grades-là, les concours pour devenir du jour au lendemain secrétaires généraux. Mais c'est une violation grave parce que la fonction publique, c'est toute une carrière initiatique. Vous n'avez jamais été chef de division, vous n'avez jamais été directeur, mais par le jeu du concours, qui a été un concours complaisant, où on voulait seulement faire caser des gens, et puis vous dites, vous êtes devenu secrétaire général. Pour quelle prestation au service de la nation? Non, ça ne marche pas. En considérant ces deux dispositions légales, vous conviendrez avec la CAGE que les concours auxquels ces groupes de secrétaires généraux s'accrochent et qui constituent la pierre angulaire de leur stratégie de défense énervent les pertinentes dispositions des articles 72 et 74 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Dès lors, il apparaît clairement que leur argument ad hominem tendant à soutenir une violation manifeste des lois et règlements régissant les agents de carrière des services publics de l'État, car si aujourd'hui ils font une lecture intéressée de la loi, demain ça risquerait de se retourner contre eux. En leur qualité de hauts fonctionnaires de l'État, ils ont l'obligation de se ranger du côté de la légalité républicaine, même si celle-ci, de par son caractère impersonnel, dérange leur position professionnelle actuelle. Ça a été un concours controversé, mal fait, et on ne peut pas aujourd'hui s'y fonder pour justifier sa position professionnelle actuelle. Un concours qui a violé les dispositions légales de notre arsenal juridique, on ne peut pas y revenir parce que la fraude corrompt tout. En sus, il y a certaines évidences que l'on ne peut ignorer. 1. Les concours auxquels ils font allusion ne concernaient pas les secrétaires généraux intérimaires, mais également certains directeurs en fonction qui ont pris part. 2. Par sa lettre numéro 0298/02/2019 du 23 février 2019, le cabinet du président de la République avait enjoint les ministres de la fonction publique de surseoir à l'exécution des ordonnances les nommant, c'est-à-dire nommant les 72 secrétaires généraux
qui protestent aujourd'hui et lui transmettant, enjoignant les ministres de l'exécution des ordonnances, les nommant plutôt, et lui transmettant un projet d'ordonnance de leur rapport. 3. Par sa lettre numéro 107, barre ME, barre MINFP, barre 2019, du 6 mars 2019, les ministres de la fonction publique avaient effectivement donné suite à l'instruction du cabinet du président de la République. Face à une telle situation, comment rationnellement demander au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public de procéder à une mise en place de secrétaires généraux sur base des ordonnances mises en cause par la plus haute autorité de l'État? Serait-ce une façon d'inciter les vice-premiers ministres à se rebeller contre les instructions de la haute hiérarchie? Ce sont les questions que nous leur posons. Les secrétaires généraux qui disent que la CAJ défend un camp contre un autre. Ces ordonnances n'existent plus, ne sont plus à la disposition du VPM, de la fonction publique, depuis 2019, depuis le mois de mars. Et comme vous le constatez, nous aurions bien voulu les voir et nous prouver le contraire, que ces ordonnances sont bel et bien, n'ont pas été retournées au cabinet du président de la République pour les rapporter. Et donc, je voudrais rassurer aux 10 secrétaires généraux que la CAJ est consciente de la situation qui est la leur, c'est-à-dire celle des secrétaires généraux en instance d'affectation depuis plusieurs années, sans que des solutions idoines ne soient trouvées. C'est pourquoi la CAJ va organiser la semaine prochaine une journée d'échange avec eux, ainsi que les syndicats de l'administration publique, en vue de parvenir à une compréhension unique des lois et règlements de la République sur cette question. J'ai dit et je vous remercie. Voilà. Moi, j'ai couvert les concours des secrétaires généraux. Je voulais savoir à quel niveau vous trouvez l'entorse, au niveau de l'institution qui a organisé les concours ou au niveau de la fonction publique. Et puis, deuxième question, peut-être une question d'actualité, désignation des membres de la CENI. Quelle lecture la CAJ fait par rapport à la désignation de ses membres au niveau des confessions religieuses et des partis politiques? Kambaï, Canal Studio Satellitaire. Maître, je vous ai suivi lorsque vous étiez en train d'exposer concernant cette affaire liée à l'ordonnance nommant les secrétaires généraux. Vous évoquez ici un concours, c'est-à-dire qu'il y a un critère, ou il y a des principes ou des règles fixées par la loi pour l'organisation du concours. Alors, ma question est celle-ci. Lorsqu'il y a eu l'organisation de ces concours, parce qu'ils ne sont pas venus par eux-mêmes, lorsque le concours a été organisé, qu'est-ce que la CAJ, à ce niveau, avait fait pour dénoncer ce qui est aujourd'hui considéré comme dérapage ou encore entorse, pour emprunter le terme utilisé par ma soeur. Alors, aujourd'hui, ces secrétaires, ce sont eux qui sont quelque peu considérés comme des victimes. Pourquoi vous attaquez aux conséquences alors qu'il y a des causes qui ont généré cette situation que nous déplorons aujourd'hui? Voilà. Mais le problème, c'est que déjà à son temps, nous nous étions déjà prononcés, et ça permet aussi de recouper l'autre question ici, pour dire, en ce qui concerne les secrétaires généraux, nous avons rappelé ici les dispositions des articles 72-73, s'agissant du grade des secrétaires généraux, qui fait partie de ce qu'on appelle la première catégorie, secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs, première catégorie. On peut organiser les concours
D'ailleurs, ça c'est un principe qui s'applique à l'ensemble de l'administration publique, qu'on ne peut organiser les concours qu'en fonction du nombre de postes vacants. Et que s'agissant des secrétaires généraux, parce que eux, c'est le dernier niveau de grade dans la fonction publique, ça veut dire pour arriver au grade de secrétaire général, vous ne pouvez pas vous réveiller comme ça, vous allez vous déposez une demande d'emploi pour être secrétaire général, alors que vous n'avez jamais gravi tous les échelons. Mais c'est les derniers grades dans l'administration publique. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la raison pour laquelle, logiquement, ne peut prétendre à ces postes de secrétaire général qu'au moins celui qui est déjà au grade des directeurs. Je crois que ça, c'est la logique. Vous n'êtes pas directeur, vous êtes chef de bureau. Parce qu'on dit qu'il y a concours, vous allez vous déposer votre dossier, vous participez aussi au concours. Entendons-nous bien, chef de bureau, chef de division, vous participez et puis on dit, vous avez réussi, on vous nomme secrétaire général. Quelle est l'administration publique que nous voudrons pour notre pays dans ces conditions-là? Si nous voulons que l'administration publique soit efficace, forte, au moins bien outillée, il faut qu'on respecte les échelons de cette carrière, parce que dans la fonction publique, on fait la carrière. On commence par l'agent des bureaux, c'est ATA, premier bureau, vous montez progressivement jusqu'à atteindre les grades éventuellement de secrétaire général. Ça veut dire que même si le chef d'État veut nommer les secrétaires généraux, ils doivent être nommés parmi ceux qui ont déjà les grades des directeurs. Est-ce que ce n'est pas normal qu'on puisse aussi fonctionner comme ça se fait partout d'ailleurs? Et ça a toujours fonctionné dans ce pays. Nous sommes arrivés malheureusement au moment où l'ancien ministre que vous avez cité, Michel Bongongo, qui a perturbé les choses, qui a ouvert la porte à n'importe qui pour être secrétaire général. C'est-à-dire qu'on a banalisé même cette fonction-là. C'était les plus hauts fonctionnaires de l'État. Ce qui fait que parmi les 72, nous ne voulons pas les exposer seulement à l'opinion, nous avons les exemples des gens qui, au moment de ce concours, ils avaient les grades de chef de bureau et chef de division. On les a fait passer parce que derrière ça, il y avait au moins une stratégie de les faire passer directement comme secrétaire généraux pour des buts totalement politiques. Et vous pensez qu'on peut aujourd'hui soutenir ce qui a été mal fait? Pas du tout. Vous avez dit, il n'a pas dit, ces gens ont été nommés, ils sont victimes, oui, mais quand j'ai évoqué sur les principes de la fraude corrompt tout, ils ont eu à acquérir cette qualité par une voie qui n'a pas respecté les lois et règlements du pays. C'est une fraude et ça corrompt tout. Celui qui a acquis un droit par la voie de la fraude est censé n'avoir jamais été propriétaire de ce droit. Il doit l'oublier, c'est un principe de droit. Vous pouvez avoir acquis la propriété sur une maison de manière frauduleuse. Les jours où vous êtes amené en justice et qu'on arrive à démontrer que c'est par la fraude que vous avez acquis, la justice va annuler. Même si vous êtes resté là depuis 20 ans, 30 ans, ça dit absolument rien. On va considérer que depuis toutes ces années-là, vous n'avez jamais été propriétaire, donc vous n'avez jamais mérité d'être dans cette maison. C'est par la fraude que vous y êtes. Nous devons intérioriser la culture de l'état de droit. Ce sont des principes que nous devons savoir de manière à ce que quand vous voulez acquérir un bien, un droit, une fonction, un grade, il faut vous assurer que c'est par la voie légale. C'est comme ça que vous vous rappelez, même dans les cursus universitaires, il y a eu des gens qui ont été dégradés de promotion. Moi, j'en sais, à notre époque,
3-4 qui étaient déjà au niveau de la licence. Lorsqu'on fait les contrôles, on se rend compte que dans les palmarès, votre nom de ceux qui avaient satisfait du deuxième graduat en G3, vous n'aviez pas satisfait, on vous rétrograde. Pourquoi? Parce que vous vous êtes retrouvé en deuxième licence par des voies frauduleuses. C'est tout à fait normal. Donc, il faudrait que nos compatriotes de l'INA comprennent aussi ça. Parce que tous nous voudrons quoi? Faire régner dans notre pays, le beau pays que nous voulons aujourd'hui reconstruire, l'État et la culture de l'État de droit. Les gens qui avaient l'habitude de gagner des postes, des grades par la voie de fraude doivent savoir qu'on ne peut pas les soutenir. Et ça, la CAJ ne pourra jamais les soutenir. Nous allons continuer à nous battre pour que ceux qui ont gagné ces grades par la voie de la fraude soient rétrogradés et que l'État ne puisse pas leur reconnaître ces droits-là. Alors, vous dites que les groupes Canal Kin, l'autre groupe là des secrétaires généraux défendent déjà leurs droits. Est-ce que vous pensez qu'il soit encore nécessaire d'organiser la journée de l'échange? Non, j'ai dit ici que nous sommes dans un état de droit démocratique. Nous devons nous appliquer au dialogue. Ils doivent comprendre que nous devons échanger. Peut-être qu'en communiquant par les médias, nous n'arrivons pas bien à nous comprendre. Mais lorsque nous serons dans une salle que nous entendons nous faire réserver pour organiser cet échange, avant d'appeler les médias pour savoir qu'est-ce qui s'est dégagé, nous allons échanger sur base des lois et règlements. Ils pourront peut-être nous convaincre en démontrant que nous sommes à côté par rapport à telle disposition. Donc, c'est un exercice normal, nous devrions le faire. Ça va. Non, mais ils doivent toujours accepter. Pourquoi? Qui doit refuser dans une démocratie les dialogues? Il faut encourager les gens. Nous devons avoir cette culture de discuter, de dialoguer. La République démocratique ne peut se baser que sur les dialogues. Quand il y a une incompréhension, vous vous retrouvez autour d'une table, vous discutez, vous échangez, puis vous pouvez avoir une compréhension unique. Ceux qui vont accepter vont venir. De toute façon, ceux qui vont refuser, bon, n'allons pas les forcer, ce sont des adultes. Mais nous allons aller vers eux. Nous sommes en train de préparer. La semaine prochaine, nous allons envoyer déjà des invitations. Non, nous acceptons pour au moins avoir des gens autour d'une table. Vous savez, certains peuvent considérer ça comme une faiblesse. Mais pour le bien de nous tous, nous pensons que c'est une force. Nous perdons quoi en allant discuter avec eux? C'est tout à fait normal. Ils doivent savoir que j'ai entendu un des syndicalistes qui a dit que c'est leur affaire à eux. Mais c'est très dangereux. Quelqu'un de l'INAP qui a dit ça. J'ai suivi un passage sur la RTNC. C'est très dangereux. Je crois qu'il faut que les gens retiennent que les institutions de la République, les services de l'État, constituent les biens communs à tous les Congolais. Ce n'est pas parce que vous êtes chef de bureau, vous êtes directeur, secrétaire général, que vous pouvez penser que ça devient à vous. Les autres citoyens n'ont plus le droit d'avoir un regard sur ça. Pourquoi? Parce que ceux qui souffrent aujourd'hui pour accéder à la fonction publique, c'est aussi nos sœurs, vos sœurs, nos frères. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe d'individus qui ne veut pas respecter les lois. Des gens qui sont déjà à l'âge de la retraite, mais qui ne sont pas aidés par l'État pour aller en retraite et libérer des fonctions pour que les jeunes qui ont fini puissent aussi accéder à la fonction publique. Et pour ça, nous ne pouvons pas en parler. Nous devons en parler. Nous devons en parler. C'est l'affaire de nous tous. Parce que quand chaque jour ici, les gens se plaignent du mauvais fonctionnement de l'administration publique, qui paye les prix forts de ce mauvais fonctionnement? Mais c'est nous les citoyens. À telle enseigne qu'aujourd'hui, pour avoir un document dans l'administration, il faut soit te corrompre ou on te fait marcher. Est-ce que nous devons continuer à laisser une administration aussi faible qui est entamée
par des antivaleurs parce que nous ne sommes pas de l'administration. Non, ce n'est pas normal. Donc, ils sont là, ils travaillent, ils sont payés avec l'argent que nous, les citoyens, nous payons, nous donnons à l'État. Nos impôts, eux aussi participent. Et donc, nous devons avoir une même compréhension, nous devons être exigeants pour que celui qui devient directeur, chef de bureau, le mérite. Pas ce que certains ministres ont fait, et nous, la CAJ, nous avons dénoncé. Il y a eu des ministres, une fois nommés 2 jours après, ils ont fait leur fameuse mise en place fantaisiste pour seulement faire monter, promouvoir les membres de leur famille politique. Nous avons dénoncé ça, sérieusement. Pour que ça puisse cesser, nous avons même saisi le Premier ministre pour que ces ministres soient rappelés à l'ordre. Nous attendons, vous verrez d'ici, à l'issue de 100 jours de ce gouvernement, nous allons revenir sur ça et citer même ces ministères-là. C'est pour que les choses changent. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre que vous pouvez penser que vous avez les droits de la vie sur les agents de l'administration. Vous venez, vous chamboulez les choses comme vous voulez. Mais cette mauvaise culture doit prendre fin. Si nous voulons avoir une administration efficace, ça doit cesser. Parce que l'administration est au service de tout le monde. Vous êtes ministre aujourd'hui, vous venez, demain vous ne le serez pas, mais l'administration reste là. Il y a des pays qui, à un moment donné, il n'y a pas de gouvernement, mais qui fonctionnent avec l'administration. Mais une question, mais quand ces choses-là ne vont pas aboutir, quelle sera votre opération? Quand les gens... Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Laissez la femme, allez-y. Quand ces choses-là ne vont pas aboutir avec eux, quelle sera votre opération? Non, ne soyons pas pessimistes. Je sais que nous sommes dans une période d'apprentissage de la démocratie. Ne pensons pas qu'eux vont s'enfermer. Je peux déjà vous dire que la majorité des syndicalistes que nous avons déjà contactés, c'est avec eux que nous sommes en train de préparer ces travaux. Ils sont favorables. On va les faire. Pourquoi ils vont refuser? Parce que, comme je l'ai dit, il faut que les gens retiennent qu'ils sont dans l'administration pas pour eux, c'est pour toute la nation. Parce que quand ça ne marche pas, c'est nous, les citoyens, qui payons les prix forts. Alors, qui disent que la théorie de l'acte contraire, parce qu'à ce jour, il n'existerait pas ces ordonnances, seront là et nommées par... Non. Nous rappelons, réalisez les communiqués de tout à l'heure. Nous avons rappelé là-bas que ces fameux, ces actes-là, voilà, vous avez ça au 4e paragraphe de notre communiqué. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2018, ils sont nommés. Parce qu'il faut, entre parenthèses, mentionner que l'ancien ministre de la fonction publique, Jean-Michel, le professeur Michel Bongongo, est parmi les ministres qui ont eu à faire des recrutements irréguliers dans l'administration publique. Nous le disons parce que nous avons tous les éléments. Nous avons eu à dénoncer ça. Il a, par son action, la veille des élections, procédé à un recrutement en désordre de plus de 140 000, sans respecter la procédure prévue par les lois. Il n'y avait jamais eu de concours. C'était des recrutements fantaisistes fondés sur comme critère être membre de la famille politique qui était la sienne à son temps. Et on dit que pour ce genre de choses, il ne faut pas qu'on en parle. Et les gens qui ont été recrutés, même dans ces circonstances, vous pensez que ces gens ont droit de se targuer d'être chef de bureau, directeur, alors qu'ils étaient engagés parce que membres de sa famille politique. Et aujourd'hui, nous travaillons avec beaucoup de secrétaires généraux. C'est à cause de ces recrutements fantaisistes et frauduleux qu'il y a beaucoup de gens. Vous allez retrouver un bureau où il faut avoir 2 personnes, vous en trouvez 15. Il y en a qui ne travaillent même pas. Il n'y a pas de bureau.
Et on trouve ça comme une situation normale. On dit quand on en parle, les gens qui sont déjà là, je ne veux pas citer qui que ce soit, mais parmi même ceux qui ont réagi vigoureusement contre la cage, mais ses collègues nous ont rapporté que lui est chef de bureau, il a été engagé au grade de chef de bureau. Mais c'est quelle administration publique au monde où on peut engager quelqu'un au grade de chef de bureau? Ça existe où? Parce que la loi interdit. Comment ça? Vous devenez du coup là engagé chef de bureau. Mais ceux qui ont commencé d'abord par les grades d'en bas et ne sont pas des Congolais qui attendent 15 jours, travaillent et obtiennent au moins des promotions, non, c'est anormal. Donc ce sont des gens pareils qui se sentent menacés dans leurs droits acquis de manière frauduleuse, qui réagissent négativement. Donc on n'a pas à attendre l'application de la théorie de l'acte contraire, c'est-à-dire par la matérialisation. Je comprends qu'il fallait que le président de la République prenne d'autres ordonnances, c'est ce que vous sous-entendez par là. Mais à partir du moment où le même chef de l'État a enjoint l'ancien ministre Bongongo de surseoir à l'exécution des dites ordonnances, par la suite, l'a enjoint de retransmettre ces ordonnances avec un projet d'ordonnance les rapportant. Est-ce qu'il y a 1000 manières de considérer que ces ordonnances sont déjà tombées en désuétude? Parce que l'auteur, qui est le président de la République, vous dit ça avait été signé, mais vous me les retournez. Mais à partir du moment où lui-même les a récupérés, vous allez appliquer quoi? C'est là que réside maintenant la question fondamentale. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique va procéder à la mise en place sur base de quoi? Parce que ces ordonnances ont été déjà rappelées à la présidence depuis mars 2019. Mais c'est justement ça toute la problématique de la théorie de la contraire. Non, ça pose aucun problème. Voilà. Les ministres appliquent les ordonnances. Attendons-nous. C'est simple. Je crois que les Congolais, nous aimons des fois aller dans des débats qui n'ont même pas de sens. Vous êtes ministre. Vous appliquez les ordonnances signées par le président de la République. Ces ordonnances ont été signées en 2018. On vous les transmet par les billets du cabinet du président de la République. Le même président de la République, par des courriers, des lettres, on vous dit n'exécutez pas. Vous nous les retournez. Vous allez dire que non, aussi longtemps que vous n'aurez pas signé d'autres ordonnances, vous allez appliquer quoi? Ça n'a pas de sens. Et vous-même, vous les avez déjà retournés officiellement. Je crois que ça devient un faux débat. Et je ne veux pas, moi, entrer dans ce débat-là. Je considère tout simplement que ces ordonnances ont été déjà retournées au cabinet du président de la République et que le VPM actuel de la fonction publique n'a aucun soubassement pour procéder à la mise en place de ces 72 secrétaires généraux. Il va le faire en se fondant sur quoi? Sur un vide. À moins qu'il s'engage dans une dynamique de se rebeller contre les chefs de l'État. C'est que nous ne pensons pas que ça puisse être une bonne attitude d'un ministre vis-à-vis du chef de l'exécutif. Donc, ceux qui veulent pousser à cette mise en place fondée sur ces ordonnances veulent le faire commettre une faute. C'est clair. À quel niveau y a-t-il eu entorse s'agissant du concours? Vous avez sauté, ils vous accusent que vous vous acharnez parce qu'il n'y a pas... Non, c'est du n'importe quoi. Vous savez, ils sont 72. Je ne connais même pas combien sont de telle ou telle province. Par contre, prenez la lettre adressée au vice-premier ministre. Valérie, tu peux lui faire la copie pour qu'il puisse exploiter. Nous avons même, parmi les griefs que nous faisons à ce concours, c'est le fait que sur les 72 secrétaires généraux, il y a autant de provinces qui ne sont pas représentées. Alors qu'il y a eu des gens valables qui pouvaient être promis de manière à faire respecter au moins ce que nous appelons l'équilibre
géopolitique. Donc ça ne nous intéresse pas à connaître de quelle province X et Y vient. Vous savez, ce sont toujours des petits débats, des polémiques, des Congolais qui ne veulent pas construire une nouvelle réflexion, qui ne veulent pas changer. Ils pensent que quand on mène telle action, c'est parce qu'on veut soutenir un frère. Non, malheureusement, c'est ça la culture dans la fonction publique, malheureusement. C'est comme ça que vous allez trouver, nous avons des tableaux ici, vous allez trouver dans une administration d'un tel ministère un secrétaire général qui a engagé tous les membres de sa famille. Il trouve ça normal. Il trouve ça normal. Alors que la loi dit qu'il faut recruter les gens sur base des conditions. Il passe un concours, c'est lui qui gagne, qui satisfait au concours. Et là, ce n'est pas les concours pour les secrétaires généraux. Et puis, il faut aussi signaler, parce qu'on a demandé des griefs, mais la loi vous dit que, s'agissant des secrétaires généraux, c'est une catégorie pour laquelle on ne peut pas faire ou organiser ces concours. Si vous voulez organiser les concours, il faut que ça soit l'hypothèse où il y a 2, 3 administrations où il n'y a pas de secrétaires généraux qu'il faut pourvoir à ça. Parce que vous avez reçu les dossiers de personnes dépassant le nombre de postes à pourvoir, à ce moment-là, vous organisez les concours pour que vous ayez ne fût-ce que 3 qui vont être proposés à la nomination du chef de l'État. Mais déjà, regardez, il y a 58 postes de secrétaires généraux et ils ont fait nommer 72. Mais quand vous enlevez 58, les autres là vont faire quel travail? Charger inutilement les trésors publics. Inutilement, parce qu'il faut donner du travail aux membres de la famille politique et biologique. Mais ça, nous devons combattre, c'est une antivaleur. C'est une antivaleur. Même la loi sur l'administration publique, on dit, vous ne pouvez organiser un concours qui est en fonction de postes vacants. Il y en a 3, vous organisez pour qu'il n'y ait seulement que 2. Mais vous organisez, il y a 58, vous avez 72. Alors, vous pensez que ça, c'est normal. Donc, quid des membres de la CENI? Bon, vous savez, comme je l'ai dit, nous avons choisi des questions qui nous paraissent, nous, être plus proches des citoyens. Nous ne voudrons pas continuer toujours à passer notre temps à parler de la politique politicienne. Le processus de désignation des membres de la CENI, c'est un processus qui englobe beaucoup d'autres composantes. Il ne faudrait pas que nous ayons seulement la fixation aujourd'hui sur le travail des confessions religieuses. Parce qu'il y a d'autres composantes aussi qui doivent le faire. Et donc, ce que nous disons, c'est de les pousser à agir vite pour se mettre en ordre avec les calendriers établis par le bureau de l'Assemblée nationale, de manière à ce que nous soyons en mesure de respecter l'échéance de 2023. Et nous nous arrêtons à ce niveau-là. Le reste, là, vous savez, ça fait partie des processus de désignation, des crocs en jambes, des trafics d'influence. Donc, je crois que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Qu'est-ce que la CAJ avait-elle fait contre le concours? Nous avions dénoncé à son temps, nous avions dit au ministre Bongongo que c'était irrégulier ce qu'il faisait, il fallait respecter la loi. Ils ne nous ont pas suivis. Bon, vous avez compris, ils avaient leurs objectifs purement politiques. C'est comme ça qu'il a laissé plus de 145 personnes avec des numéros matricules. Vous avez quelqu'un avec un numéro matricule affecté à Kinshasa alors que la personne est de Maïndombe, des choses comme ça. Je vous dis, ils ont créé beaucoup de désordres et moi j'ai même pitié de l'actuel vice-premier ministre parce que ce n'est pas facile à résoudre cette affaire qu'ils ont créée. Mais il faudrait qu'un jour que la justice quand même enquête pour que ceux qui ont commis des fautes, des infractions à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ministre des fonctions soit-il,
puissent être poursuivis et condamnés pour que d'autres ministres ne puissent plus le faire. Et nous sommes tentés de travailler, d'approfondir cette question-là pour voir chacun de ces ministres qui se sont succédés depuis 2018 à ce jour, quels peuvent être des faits à caractère infractionnel que chacun aurait commis, pour lesquels nous pouvons organiser des agents fonctionnaires de l'État, les accompagner en justice, parce qu'il ne faudrait pas que ces gens restent impunis.